Écoute, quand tu me poses la question, je suis en train de me demander est-ce que la confiance en soi est nécessaire quand on a conscience de soi? Euh, Hmm. tu vois, je suis pas sûre en fait. Clap. Salut Clémentine, merci d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Avant de commencer cette discussion, je te demandais comment tu vas, tout simplement. Bah, très bien. Je suis ravie de te rencontrer. Euh, voilà, non, je suis joyeuse. Comment tu te définis en tant que personne? Et je dirais d'abord vivante, parce que, euh, parce que quelque part, moi j'ai beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, et la seule conviction que j'ai, c'est celle-là. C'est que là, à l'instant présent, je suis vivante. Et pourquoi c'est important du coup d'être aussi connecté à soi-même pour toi, de t'ancrer dans ta personne? C'est important bah, pour avoir cette conscience justement de la vie, de la vitalité, du fait de faire partie d'un système qui est alors plus grand. Il y a plein de gens qui disent ça plus grand, et puis on ne sait pas forcément, on peut être perdu dans le plus grand. Mais, mais moi, je vois beaucoup la vie avec des questions de vibration et de teneur d'atmosphère. Et, euh, et cette notion en fait de s'ancrer en soi, c'est vraiment sentir le principe de vie. Et c'est pour ça que je disais que je vais beaucoup aussi près de la mer, parce qu'en fait, cette notion de mouvement, et cette notion de mouvement qui repasse par soi et qui se diffuse et qui rayonne et qui revient par soi. Et je trouve que rien que ça donne un sens en fait à chaque instant qui passe. Juste se dire que à ce moment donné, la vie elle passe en soi et que juste ça déjà c'est parfait. À quel moment la méditation est arrivée dans ta vie et comment ça a pris progressivement de la place et aussi et surtout comment ça t'aide au quotidien pour sentir cette vitalité-là dont tu parles? Elle est arrivée alors moi j'ai toujours beaucoup voyagé parce que mes parents ils voyageaient beaucoup. Euh, et il s'est trouvé qu'à un moment donné, il y a eu, c'est un peu glauque, mais il y a eu des attentats pas mal et des problèmes d'avion. Oui, Et je me suis retrouvée à être paniquée de l'avion. Et il m'est arrivé quelque chose que j'avais jamais connu parce que j'étais vraiment hyper à l'aise de pleurer dans une salle d'embarquement. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé l'application Headspace mhm. qui m'a invitée à méditer et j'ai vraiment tout de suite senti un, un bien-être, en fait, des tensions qui partent. C'est plus que le bien-être, déjà, pour moi, la première étape, c'est déjà de s'épurer. C'est pas de rajouter des choses, c'est déjà enlever tout ce qui bloque pour ressentir une sorte de fluidité. En fait, c'est pas se dire je suis déjà pleine, je vais rajouter des choses à mon plein, mais c'est retrouver une sorte de vide, de disponibilité pour après pouvoir plus consciemment faire le choix de ce qu'on rajoute. Et donc j'ai commencé comme ça. Et l'étape bascule, ça a été que je suis partie au Népal pour expérimenter ce qu'on appelle Vipassana, euh, D'accord. qui est en fait 10 jours de méditation, 10 heures par jour, où on parle avec personne, en fait on est vraiment sur soi. Et à partir de ce moment-là, la méditation s'est vraiment ancrée dans ma vie quotidienne. Et la méditation, euh, parce que souvent quand on parle de... Enfin, en fait, il y a plein de types de méditation, mais c'est la méditation vraiment que j'appelle en fait de la conscience, de la présence. C'est qu'il y a évidemment s'asseoir et puis faire attention à la respiration, mais que ça, c'est pour, euh, pour se remettre sur ce type de vibration. Après, c'est vraiment une conscience de chaque mouvement qu'on fait, essayer d'être présent dans ce mouvement-là. Je pense qu'on reviendra un peu sur ces expériences-là que tu as vécues au fur et à mesure de tes voyages et comment tu changes. Je parlais au début de ton enfance avec tes parents qui voyageaient beaucoup. Quels sont les souvenirs que tu as de cette période-là? Alors, on va dire que en fait, parce que ça a été découpé en plusieurs parties, avec... moi, j'ai toujours cette impression de moment de bascule. D'accord. Après, c'est personnel, mais vraiment, comme là, je te disais, le Népal, j'ai souvent cette sensation, plus ou moins élargie, mais quand même de moment de bascule. Donc moi, j'ai eu une enfance hyper joyeuse. J'ai eu cette chance incroyable d'avoir de, d'avoir des parents qui travaillaient 6 mois par an, donc 6 mois beaucoup, qui avaient un restaurant. Et le reste des 6 mois, on voyageait avec pas
grand-chose, mais on était plutôt bien. Je suis fille unique, je pense que ça joue. Ouais, ça joue. Ça joue dans deux choses, ça joue et dans la disponibilité, mais aussi dans quelque part le fait de devoir se contenter du rien Oui, et la capacité à la rêverie qu'on peut avoir quand on est fille unique avec des parents qui ne sont pas tout le temps sur soi et qu'on doit bien trouver quelque chose à faire. Ouais, c'est surtout joyeux. Après, on voyageait beaucoup là où il y avait la mer. Et les souvenirs que j'ai, c'est principalement une question d'insouciance. C'est cette notion de rêverie, d'insouciance, de temps qui passe dans le rien et le rien qui rend bien en fait. Le- cette espèce de joie à faire rien de significatif et la chance, je pense que j'ai eu surtout dans cette enfance, et c'est là d'ailleurs qu'il y a eu le moment de bascule qui s'est joué, oui, c'est la notion d'accueil inconditionnel de ce qu'on est. C'est que pour moi, enfant, il n'y avait pas une attente spéciale. Alors, oui, je pense que je remplissais quand même pas mal de critères inconsciemment, et notamment le fait d'être bonne à l'école, ce qui a facilité beaucoup de choses. Mais, mais c'était pas un ressenti très important. C'était pas et surtout, il n'y avait pas d'espèce de projection. C'est qu'en fait, l'école se passait bien, j'aimais l'école et c'était tant mieux. Mais pour moi, la bascule a vraiment été liée à cette notion de projection, de la question horrible du qu'est-ce que tu vas faire plus tard. oui. Ou- et, et cette question-là m'est tombée dessus euh, à un moment donné où vraiment, en fait, chaque instant était joli, chaque instant était bien. Et cette question horrible du qu'est-ce que tu vas faire plus tard, cette notion de quelque part de reconversion de soi, où Oui, on doit se trouver une utilité, euh, a été très compliquée parce que finalement, euh, il y a plein de choses que je fais pas trop mal. oui, Je sais pas dire ce que c'est mon utilité. Je oui, suis pas sûre qu'on est avec une sorte d'utilité. Je pense et je crois aussi que j'ai confondu la question d'utilité et la question de légitimité. oui. C'est qu'on est légitime même si on n'est pas utile. Et d'ailleurs, je fais une discrétion, mais ça m'arrive. Mais c'est une question, je trouve, qu'on se trouve sur les Indiens d'Amazonie. Oui. La question de la légitimité et de l'utilité. Savoir même s'ils ne nous sont pas utiles à nous, ils sont légitimes parce qu'ils sont vivants et parce Oui. qu'ils sont là. Et est-ce que tu as l'impression à l'époque-là que tes amis, ton entourage, ton cercle, ils se posent les mêmes questions ou tu te sens un peu vivre Non, les choses différemment des autres? non, je me sens vivre les choses différemment des autres. Déjà parce que j'avais pas énormément d'amis. Aussi aussi parce que peut-être parce qu'on bougeait beaucoup, aussi peut-être lié à mon caractère. Mhm. Je sais pas. Euh, mais, euh, mais ce décalage, et il y avait un autre sujet, ça me vieillit, mais c'est que quand j'étais adolescente, il n'y avait pas Internet comme on a maintenant. Ouais. Et que tous les questionnements qu'on peut se poser, que ce soit sur les multipotentiels, sur la neurodiversité, sur les phylocognitifs, et même outre toutes ces cases, en fait, juste le fait qu'il existe un questionnement, parce que juste ce sujet-là, en fait, est important de savoir il y a un questionnement, et qu'a priori, on n'a pas une réponse parfaite, ça change. Oui. Alors que à mon époque, n'ayant pas Internet, en fait, le champ des possibles se restreint quand même à ce qu'on voit là. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai vu d'autres façons de faire. Mais ça, c'est quelque chose que je compare assez à quand on part en mer et qu'on revient. Il y a beaucoup de personnes qui expliquent qu'ils partent en bateau un peu pour se détacher de tout ce qui ne va pas à terre. Oui. Mais en fait, quand ils reviennent, ils se remettent dans leur écosystème qui non salutaire. Oui. Et ben là, c'était un peu ça en fait les voyages, et ça c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure. C'est cette notion en fait de voyager. euh, je vais pas dire en tant que conquérant et pas explorateur, mais il y a un peu quelque chose comme ça. C'est qu'en Mhm. fait on voyage avec ce qu'on a, et quand on revient, il y a des petites choses qui ont changé, mais on a quand même tout cette espèce de poids de l'environnement qui reprend très très vite sa place. Et du coup une difficulté à convertir l'aspect multiculturel dans l'ouverture d'esprit. Et pour finir un peu sur cette partie-là de l'adolescence, tu parlais tout à l'heure d'un flou. À quel moment tu as l'impression que le voile est en train de se lever et que tu commences
à vraiment en fait trouver ta voie. Ça, c'est assez tard. En fait, c'est vraiment des allers-retours. Et c'est pour ça que moi, je vois beaucoup la vie comme une spirale, parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a un truc qui se débloque. On a l'impression qu'on a passé une étape, mais finalement, on va se retrouver à un autre moment avec quasiment la même chose, à quelques différences près. Et là, on va se rendre compte qu'on a plus d'outils pour Oui, le dépasser. On va le dépasser plus vite, ou plus sereinement, ou en regrettant moins. Et, et donc, c'est pour ça que là, je peux pas dire en revanche sur ce côté-là qu'il y a eu une bascule qui a été très très franche, mais, euh, mais le sujet a été de se dire, euh, de se dire que finalement, tant qu'à être là, et c'est un sujet que j'avais sur les sports parce que ma maman avait très peur oui, et me laissait pas faire, et donc il y a plein de choses que j'ai pas faites. Et qui a été de me dire, bon bah tant qu'à être là, euh, autant y aller franchement, autant faire ce que j'ai vraiment envie de faire. oui, De toute façon, je suis là, et là, je suis tellement mal que finalement, je fais plus rien, je passe complètement à côté du truc. Donc, c'est dire, bon, bah, maintenant, je suis là, euh, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, de toute façon, je trouve pas les trucs et que ça plaît pas. Je trouve jamais une espèce d'unanimité sur ce que je fais en essayant de me conformer à ce que je crois qu'on attend de moi. oui. Et ben, je vais faire l'inverse. Je vais aller me détendre, faire ce que je ressens, et puis me dire qu'au fur et à mesure, eh ben, je vais m'épurer de tous les blocages, tous les peurs, tous les préjugés. Et puis ce sera déjà ça de gagner. Je ne sais pas ce qui va en sortir. Et vraiment, en fait, c'est vraiment la notion d'attente, je pense, Oui. qui est fondamentale. C'est de plus attendre ou de plus projeter. Avant, je faisais des plans quinquennaux qui changeaient tout le temps. Oui. Et un jour, je me suis dit, de toute façon, ça ne marche pas. Donc, donc j'arrête, j'arrête le plan quinquennal, j'arrête de regarder tout ce qui se passe autour, je vais essayer de m'écouter et puis, et puis voir ce que ça donne. Et quand je t'écoute, j'ai l'impression aussi, tout à l'heure, tu parlais des gens qui voyagent et qui reviennent, mais qui reprennent toute la charge de leur environnement. Et est-ce que c'est pour ça aussi que le fait de voyager et de se détacher de son environnement, tout à l'heure, tu partais d'être parti au Népal, est-ce que ça a nourri en toi une volonté, entre guillemets, de partir et de sortir de cet environnement-là où tu étais? Alors, il y a plusieurs sujets. Le Népal, c'est parce que je crois beaucoup dans la notion de résonance des endroits. Et, euh, et, euh, et c'est bête, mais par exemple, pour moi, on danse la samba au Brésil, on danse la salsa en Colombie ou au Venezuela. On peut le faire ailleurs, mais je trouve qu'il y a toujours cette notion de résonance dans un endroit qui fait que d'un seul coup, ce type d'activité ou de façon de penser commence à nous habiter, Oui, si on s'ouvre justement. Donc le Népal était lié à une notion culturelle qui est que là-bas, il y a cette notion de méditation. Donc pour moi, il y a cette vibration et cette résonance, cette énergie vibratoire liée à la méditation. une essence au final. Exactement. Euh, donc il y a ce premier sujet. Après, le fait de partir, ça a été plusieurs étapes aussi, qui n'est pas forcément de partir à tout prix en fait. J'ai essayé aussi d'arrêter cette notion de si j'étais à tel endroit, si j'étais à machin, quand je pourrais aller à tel endroit, je serais comme ça. Mais justement, se dire ok, à tel endroit, par exemple, je suis née en Bretagne. Et en Bretagne, il y a toute une question sur enfin, les druides, les contes, et ça a été aussi un moment de se dire, ok, moi la méditation me correspond, me nourrit, me fait du bien, mais je vais pas aller vivre forcément, enfin je peux, mais je suis pas obligée d'aller vivre en Inde pour Oui, embrasser cette méditation. Je oui, peux aussi rester en Bretagne, me baigner dans la mer de Bretagne. Alors évidemment, je ne suis pas, mais euh, écouter les contes. Et d'ailleurs, là, j'y suis pas, mais ça a été cette découverte de se rendre compte que finalement, comme j'ai voyagé depuis petite, et ben, il n'y avait pas que la Bretagne. Qu'en fait, ce oui, que je recherche, c'est aussi la vibration que j'ai connue petite parce que ma culture personnelle n'est pas celle de mes parents qui étaient nés en France et qui ont voyagé après. C'est que moi, j'ai été trimballée depuis toute petite et que ce que je ressens ici, et notamment la musique et la façon d'être, et aussi c'est ce côté d'accueil et de joie et d'instant présent, et ben c'est quelque chose qui m'a bercée quand j'étais petite. et quand tu sors un peu de cette phase, de cette phase d'adolescence, c'est quoi tes choix de vie? Tu te dis, je vais continuer de faire des études ou je vais
je vais aller trouver quelque part où occuper ma place. Tu sais, j'ai mis les deux mots en même temps. Ouais. Euh, alors pour moi, la question s'est pas vraiment posée parce que à l'époque, j'étais beaucoup trop étriquée j'étais j'étais beaucoup trop submergée pour réussir à prendre ce recul-là. Donc j'ai fait mes études, et puis voilà. Euh, Des Après, c'est études une en question que quoi? j'ai fait des études de droit. Moi, j'ai un diplôme d'avocat normalement, que je sais plus du tout. Mais c'était Normalement. ça, normalement. C'était ça le titre. Non, non, mais après la particularité, c'est que j'aime apprendre. Oui. Il y a pas, en fait, j'aime apprendre. C'est que, en l'occurrence, c'est tombé sur le droit. Je pense que ça aurait pu être presque n'importe quoi. Le savoir me passionne et j'aime lire, j'aime apprendre. Donc, ça n'a pas été. La question se serait sans doute posée si j'avais fait ça et que ça avait été extrêmement laborieux et très compliqué. Mais en l'occurrence, apprendre m'intéresse. Oui. Donc, ça n'a pas été catastrophique sur le fait de faire des études. En revanche, c'est vrai que c'est une question que je me pose beaucoup pour mes enfants, parce que j'ai deux enfants. Ah, trop bien. Et donc, j'ai toute une théorie sur l'approche multiculturelle suivant les âges et la façon d'être qui reprend la notion de période sensible de Montessori Mhm. et qui la mixe justement avec ce côté multiculturel, qui essaye de repérer chez l'enfant la période sensible dans le sens où il y a des moments, je pense, où ils ont besoin d'insouciance, il y a des moments où ils vont avoir besoin de peut-être de plus de cadre, suivant l'enfant. Il y a des moments où ils vont avoir besoin de liberté, où ils vont avoir besoin par exemple, de confiance en soi ou de quelque chose un peu plus du style d'entrepreneur. Et je trouve que suivant les cultures, et suivant les personnes qu'on rencontre, et ben, il y a des personnes qui savent, qui incarnent en fait ce type de valeurs qui vont nourrir les enfants. Donc la question des études se pose plus sur apporter justement le, la bonne valeur ou le bon niveau de conscience ou le bon type de matériel ou le bon type de pédagogie en fonction du caractère de l'enfant et de ce qu'il montre comme facilité, difficulté, besoin à un moment donné. Et surtout sur les études d'après. Euh, euh, J'avais mon oncle qui avait cette image du sous-marin et qui disait en fait on part, on est déjà asphyxié, on part en sous-marin, on est là sous l'eau, puis d'un seul coup on regarde le truc, on se dit tiens, qu'est-ce que je peux faire avec la toute petite lorgnette là, hop, on a Oui. les micro-choix qui s'offrent à nous parce que en général on a quand même très peu de choix dans l'éventail. Oui. Et puis hop, on replonge dans un autre truc. Et c'est juste se dire en fait, bah, que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et se Oui. dire en fait, s'il y a un doute, et ben, je pense qu'on perd moins de temps à se dire, ok, je respire, je me pose la question, de quoi est-ce que j'ai envie. Moi, je trouve que les années sabbatiques de voyage, c'est génial. Bon, ou même pas, enfin, de voyage. Et quand je dis voyage, je parle pas forcément d'aller en Nouvelle-Zélande ou autre chose. Oui. Juste de rencontres, de découvertes. Ça peut être, enfin, on peut faire le tour de la Bretagne, c'est un voyage. Oui. Oui. Euh, mais juste en fait, se dire que parfois en fait, on est tellement crispé, paniqué que vite on va ressauter dans autre chose et que en général, on n'est jamais gagnant quand on fait ça. C'est parce que tu as parlé de tes enfants. Quel est le, avant de te demander la place que ça occupe la famille dans ta vie, comment on élève ces enfants dans cette ère d'Internet et quel message on leur donne pour être sûr, enfin, pas, on sera jamais sûr, mais pour se donner, en tout cas, avoir le sentiment qu'on les a assez équipés pour qu'ils fassent face à cette ère dans laquelle on vit. Alors je pense que déjà, par rapport à la fin, c'est déjà avoir cette croyance et leur transmettre la croyance qu'ils sont assez équipés en tant qu'eux-mêmes. Je pense pas être là pour, pour les équiper en fait. Euh, donc ça c'est le premier sujet. Le, pour moi, la notion la plus, enfin, j'en ai parlé juste avant, mais la notion la plus importante, c'est la notion de responsabilité, Mhm. qui est pas du tout la culpabilité, parce que
je trouve que souvent il y a une espèce de confusion. C'est qu'en fait, c'est la responsabilité pour savoir qui est le coupable. Alors que pour moi, la responsabilité, c'est le soi en fait. C'est se sentir responsable des choses qui se passent, responsable de ce qu'on fait, responsable et de ses pensées et de ce qui nous arrive et de la façon dont on traite l'autre, dont on traite la vie, dont on traite enfin, tout en fait, tout ce qui se passe. Alors ça m'arrange parce que ça, s'ils se sentent responsables, déjà, ils vont éviter de dire que c'est de ma faute. Oui. Je rigole, c'est très égoïste. Non, non, mais je trouve que déjà, quand on embrasse sa responsabilité, on s'allège quand même d'un certain nombre de mentalisations et de questionnements sur lesquels on peut passer beaucoup de temps à se dire que c'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Oui. Mhm. Dans tous les cas, ils ont ce qu'il faut en eux-mêmes pour naviguer Ouais. n'importe quelle société dans laquelle ils se retrouvent et on parle d'occuper du coup d'occuper sa place. Et ma deuxième question par rapport à ça, c'est quoi la famille pour toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi au quotidien? Eh bien, la famille, pour moi, déjà, ça évolue. Mm. Je peux pas dire que ce soit quelque chose de figé sur lequel je m'accroche comme un rocher. Ça évolue et je trouve ça intéressant justement que ça évolue en fonction des besoins de chacun. Euh, typiquement, euh, typiquement, moi j'ai allaité longtemps mes enfants, Oui. donc les deux, parce que je considérais que c'était important, parce que j'avais pas envie de leur donner de lait industriel, euh, parce que je considère que c'est un besoin et je considère justement qu'il y a ce besoin justement d'être très très sécurisé quand on est petit, Oui. mais pas pour les garder après contre moi, mais pour qu'après justement ils aient cette capacité à être plus indépendants. Oui. Donc c'est cette espèce de ce qu'on peut, enfin, de passivité présente, en fait, à être complètement là, à être disponible, mais pas, pas étouffante en fait. Mhm. Donc après, ouais, la famille, c'est une sorte de socle, c'est une sorte de référence, pas dans le sens de la parole parfaite, mais de Mhm. référence dans le sens où on sait que c'est là. Oui. Et ça, pour moi, c'est assez essentiel de savoir que c'est là et que ça aille bien. Enfin, c'est un peu comme le fait d'être en vie, en fait. C'est c'est se dire, bon, voilà, tant qu'on est en vie, la famille est là. Et après, bah, ça nous plaît pas, c'est facile, c'est pas facile. Euh, mais c'est là. Et le respect justement des personnalités de chacun, et de l'indépendance de chacun. Je trouve que c'est un super endroit pour justement, au lieu d'édicter sa loi, se rendre compte un peu de ce qui se passe dans l'interaction, de ce qui se passe dans l'adversité. Tu parlais tout à l'heure d'avoir eu un diplôme d'avocat. Comment cette expérience-là, si jamais tu as eu à travailler dans le monde corporate, comment ça s'est passé? Et à quel moment tu te dis peut-être que je devrais sortir de là? Alors, le TED que je devrais sortir de là, c'est passé assez rapidement. Euh, c'est passé assez rapidement. Aussi parce que j'ai rencontré mon mari assez tôt et et que ça m'a donné un reflet de ma transformation. Ouais. Parce que en fait, je suis allée assez vite dans des gros cabinets parisiens, enfin parisiens américains, Mhm. qui intellectuellement sont géniaux. C'est-à-dire que vraiment, c'est bête, mais on se sent intelligent. Alors c'est la fois pas très modeste et en même temps très relatif, vu que c'est personnel. Oui. Euh, mais on se sent intelligent, on se sent vraiment réfléchir et créer et écrire. Et ça, intellectuellement, c'est vraiment passionnant. Mais à côté, il y avait un traitement humain qui était beaucoup trop compliqué à gérer pour moi. Euh, euh, Peut-être lié au fait que j'étais déjà assez sensible et pas parfaitement stabilisée, si je suis pas sûre de l'être aujourd'hui Oui. non plus, Oui. je le prends différemment. Enfin, il y a cette notion en fait de prendre les choses personnellement, par exemple, que j'avais pas acquise à l'époque, et où bah, finalement dans cette espèce de confusion entre l'angoisse des gens, notre envie, enfin mon envie de plaire, ce qu'on m'a demandé, ce que je suis, ce que les gens font, la pression, et ben d'un seul coup il y a une espèce de grosse boule d'anxiété
qui Ok. me happait à chaque descente et dans laquelle je n'arrivais pas à me retrouver. Et après, j'étais dans un plus petit cabinet, mais qui était humainement beaucoup mieux, mais où que je trouvais pas ça forcément passionnant. Mhm. Et il y a des personnes qui trouvent ça super, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ça me correspondait pas forcément. Donc j'ai assez vite, je suis sortie de là. Et je sais pas pourquoi. Je n'ai pas pensé à l'époque, par exemple, à m'engager dans quelque chose de plus écologique, en fait, Ah oui. quelque chose de juridique, mais qui avait plus de sens. Et tu parles tout à l'heure d'avoir rencontré ton mari. Tu le rencontres à quel moment? Mon mari, j'ai rencontré quand j'avais 21 ans. Euh, Et quel rôle il joue sur cette période-là qu'on vient d'évoquer? et ben, il joue le rôle de miroir non jugeant. Et quand tu finis, tu décides de sortir de ce monde du droit capitaliste, tu te dis, qu'est-ce qui te vient à la tête? Tu te dis, maintenant, je vais partir de là pour faire ça. Tu te dis que tu vas faire quoi? À l'époque, je me suis pas dit grand-chose. Je me suis pas dit grand-chose. Il y a eu un concours de circonstances qui s'est fait, notamment avec son travail à lui et mes envies à moi, qui fait qu'on est parti à l'étranger euh, et que je me suis mise à monter des sites de voyage. Ok. Euh, donc un espèce de laisser aller relativement entrepreneur euh, avec assez peu de fruits, je dois l'avouer, mais une sorte de ok, je suis allée au bout de ce truc-là, maintenant je peux partir dans quelque chose de nouveau, Ah oui. et, euh, et avec beaucoup moins de pression sur le sujet en fait. Une espèce de tampon qui a été obtenu et qui donne droit à un petit moment tranquille. Ah oui. Et, euh, et donc voilà, c'était plus ça le sujet justement. De se dire, voilà, ça m'a pris 7 ans d'études qui m'ont plu mais qui n'étaient pas forcément ça. Qu'est-ce qui s'est passé et en fait, maintenant je me rends compte, non, je sais ce qui s'est passé vraiment. C'est que en rentrant du travail un soir tard, je Ah suis oui. tombée à la télé sur une émission. Ça devait être Thalassa, avec Ah oui. une fille dont le métier était de mettre des balises sur les tortues de mer. Ah. Et j'ai été là avec mon tailleur, ma tête pleine, ma confiance en moi complètement rabaissée, à voir cette fille qui sautait du bateau, qui plongeait, qui était avec les tortues, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça son métier. Et, et, et ce soir-là, en fait, je me suis endormie le lendemain, enfin, tout a été chamboulé de me dire, mais en fait, il y a des gens, ils font ça tous les jours de leur vie. Hmm. Ils sont sur le bateau et ils plongent. Et alors, on n'est pas loin du titre d'amour et d'eau fraîche qui peut être assez utopique, mais en fait, il y a des gens, c'est leur vie. Et Hmm. finalement, peut-être qu'ils gagnent moins, mais, mais ça leur va aussi. Et puis, c'est une façon d'être différente. Et en fait, de me rendre compte que cette question-là, de savoir est-ce que je veux gagner beaucoup et être dans cette vie-là, ou est-ce que finalement, je peux gagner moins et puis être plus apaisée et puis vivre autre chose, et ben, je ne me l'étais pas posé. Hmm. C'est pas que la réponse aurait forcément été que je voulais plonger avec tes tous les jours, mais en fait, c'est vraiment me dire, bah, en fait, peut-être que cette question-là, je pourrais me la poser parce qu'il y a des gens, c'est ça leur réalité. C'est pas la vraie vie, en fait. Cette phrase qui est, Ah je oui. trouve, horrible, de dire, oui, mais c'est pas la vraie vie, en fait. Si, c'est la vraie vie, c'est juste pas la tienne. Ah ouais. C'est juste un choix différent. Mais c'est la vraie vie. Et du coup, toujours cette notion-là de se dire à chaque fois, bah, en fait, je suis en vie, donc c'est la vraie vie. C'est la vie que je parle. Ce qui n'est pas la vraie vie, c'est le fantasme, c'est la projection, c'est le remords, c'est le regret. Hmm. Tu en as un peu brièvement parlé tout à l'heure de différence un peu de son entourage. Comment on se confronte au regard des autres? Peut-être, je demande pas un tuto, mais comment on arrive à se détacher de ce regard des autres-là et de se dire que voilà, je vais être moi. Alors, en effet, je vais pas te donner un tuto. Euh, alors, il y a plusieurs cas de figure. C'est qu'il y a les cas de figure où ça marche, il y a les cas de figure où ça marche pas. Je crois qu'il y a des gens pour qui se conformer marche plus ou moins bien. Oui. Qui arrivent en fait
à avoir soit l'intelligence, soit le caractère aussi, soit je ne sais pas trop quoi, soit la clairvoyance, la lucidité chez l'autre, de voir en fait ce que l'autre attend vraiment. Et je pense qu'il y a des personnes pour qui, enfin, qui n'auraient pas, presque pas envie, je veux dire, de se trouver, enfin, je sais pas, Oui, mais, mais qui finalement rentrent dans un cercle hyper vertueux en détectant très précisément l'attente qu'il y a en face. oui. Donc ça, c'est pas du tout moi. Euh, moi, ça n'a jamais marché. Et, euh, et donc, il s'est trouvé, alors je vais pas dire que c'est de la survie, mais il s'est trouvé qu'à force de se prendre des murs enfin des murs ouais, assez violents en fait, à penser faire ce que les autres voulaient et que finalement ça corresponde jamais, et ben il y a vraiment ce truc où finalement ça ne marche tellement pas que je vais faire autre chose parce que de toute façon je n'emporte pas l'adhésion. Donc tant qu'à ne pas emporter l'adhésion, autant être heureuse, autant être joyeuse. Et voilà, plan B qui en fait aurait sans doute dû être vraiment le plan A. Ouais, Je vais faire comme je le sens. Et d'ailleurs, ça s'est énormément inversé depuis. C'est ça qui est enfin, c'est pas ironique parce que j'aurais peut-être pu l'anticiper. Mais cette notion quelque part d'indépendance et de capacité à s'assumer a beaucoup changé la donne. Non pas que j'ai des milliards de fans, mais que finalement, en fait, les gens que j'attire et qui m'attirent euh, sont des personnes avec qui on est lié authentiquement. oui. C'est-à-dire que c'est cette vibration-là qui va les attirer chez moi. Ils vont pas attendre autre chose en fait. Mhm. Et du coup, c'est quand même extrêmement soulageant de savoir que les personnes n'attendent pas autre chose que ce qu'on est. C'est ce qu'on a. Ça enlève un sacré stress tous les jours. Et, euh, et, le, en revanche, le truc que j'aurais pour commencer à faire ça, c'est un peu le bon côté du fake it until you make it. C'est, alors qu'il y a plusieurs penchants, hein, et il y en a que j'aime pas forcément, mais qui est de se dire finalement en fait presque s'autodiscipliner à rétrécir son champ de vision, à se dire ok moi qu'est-ce que je suis, Ouais, et ben si je suis ça, j'arrête de me poser la question, et même si je me sens pas légitime en tant que ça, et ben en fait je vais dire que je le suis parce qu'en fait je me sens comme ça. mhm. Et c'est un sujet par exemple sur le surf. Le surf, il y a un style surfeuse. Moi, en fait, moi, j'avais toujours en fait, cette espèce de croyance que quand on surfe bien, on peut avoir le style surfeuse. Que quand on pèse tant de kilos, on peut mettre une jolie robe. Que quand, en fait, j'avais toujours l'impression qu'il fallait avoir vraiment validé tout le truc pour s'autoriser à habiter cette fonction ou ce corps ou cette façon d'être. Et c'est à dire, en fait, non, c'est vraiment en le faisant, en fait, je me dis voilà, c'est ça, donc je vais me positionner tout de suite sur ce chemin-là, parce que je sens qu'il est bon pour moi. Et puis tout de suite, je vais le dire, bah ouais, je fais du surf. Alors je vous ai pas dit que j'allais à la mais je fais du surf. Et finalement, en fait, c'est aussi se rendre compte que entre ce qu'on dit nous et ce que la personne reçoit, et ben il y a aussi la responsabilité de l'autre. Et si l'autre, quand moi je dis je fais du surf, elle a envie de m'imaginer en surfeuse de Nazaré et tout ça, et que du coup elle est déçue de mon niveau, et ben c'est son problème à elle. Moi je lui ai Ouais, pas dit que ouais, ouais. j'étais la reine de la vague. Et en fait c'est ça, en fait c'est essayer d'être authentique dans son propos, ni en trop, mais ni en trop peu non plus, parce que en fait ce qu'on fait, et ben on le fait. Et on n'a pas forcément à juger du niveau avec lequel on le fait. On arrive sur le dernier segment de cette interview qui est passé trop vite. Euh, je vais te poser des questions et j'aimerais juste avoir ta première pensée. La première chose qui te vient à la tête sans pour autant élaborer ou quoi que ce soit, mais ce qui te vient en un claquement de doigts. C'est vrai. Prête. D'habitude, Est-ce c'est qu'il y a un buzz? vraiment... Faut qu'on en trouve un. Je mettrai des effets sonores. Vas-y. Qu'est-ce qui est important pour toi et que tu as l'impression que beaucoup de gens ignorent ou qui n'a pas ce niveau d'importance-là pour eux? Bah, la responsabilité. Euh, Quelle musique te remet dans l'émotion de l'enfance ou un La salsa. artiste? Ah, le La jour, salsa et Brassens. si tu en écoutes, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? En ce moment, j'écoute Javier Limon. Je connais C'est pas. un guitariste qui fait du flamenco. Et la dernière, c'est celle-là que j'aime beaucoup.
Euh, je vais t'en demander cinq, mais si t'en as moins, c'est pas grave. Cinq personnes qui sont encore là, et qui ne sont plus là, avec qui tu voudrais partager un dîner pour avoir une discussion d'anthologie. Alors les deux premiers, c'est ma grand-mère et mon parrain qui sont morts l'année dernière et cette année et qui me manquent, mais bon c'est comme ça. Euh, la mère Teresa, Hmm. parce que j'aime cette notion de se dédier. On a, j'ai pas son nom, mais un Indien d'Amazonie Ouais, que je ne connais pas, mais quelqu'un qui est connecté à ce savoir ouais. d'Amazonie. Euh, on a Ivan Illich et peut-être Heidegger. Et si on fait un focus sur la mère Teresa et que tu l'as en face de toi dans un resto, quelque part sur une plage, c'est quoi la première question que tu lui poses? Je pense que je lui pose pas de questions, que je m'enivre de la vibration qu'elle émet. Tu la sens. Ouais, voilà, c'est ça. Je ferme les yeux pour respirer. D'ailleurs, en fait, j'ai pas pensé, mais il y aurait Ama. Bon, après, il y en a d'autres. C'est vrai que j'ai tendance à dire plus des personnes qui sont inaccessibles Non, que ouais. des personnes que potentiellement je pourrais aller voir. Non, Ce mais qui est peut-être dommage. c'est aussi l'objectif de la question. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et la dernière, mais qui est sur une note personnelle, on va dire. Et je vais te dire que je vais te mettre un peu sur le spot. Euh, qui aimerais-tu voir se prêter à l'exercice que tu viens de faire, de venir et nous raconter son histoire, que tu aurais envie d'entendre son histoire? Baptiste Morisot, qui est un philosophe qui a travaillé sur le vivant. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir t'ouvrir à nous, de nous raconter ton histoire et ta manière d'appréhender les choses. Franchement, honnêtement, j'ai pas vu le temps passer et je te remercie beaucoup pour ta générosité parce que Bah, être généreux aussi, j'ai une amie qui me le disait, c'est aussi donner aux gens l'opportunité de donner. Et ce n'est pas toujours de donner. Et c'est aussi, j'ai compris aussi après que c'est aussi une des raisons pour laquelle je faisais ça. Donner aussi aux gens l'opportunité d'être généreux et d'être très généreuse avec nous. Et je t'en remercie énormément. écoute, c'est un plaisir. Enfin, merci, j'ai passé un très bon moment.